La conversation de groupe WhatsApp de la famille a explosé à 9h47 un samedi matin. Ma sœur Valérie avait envoyé une photo de maman posant à côté d'un SUV Peugeot 3008 argenté, les clés pendant à ses doigts, toutes les deux rayonnantes comme si elles avaient gagné au loto. La légende disait « J'ai enfin nettoyé ton bazar ». De rien. J'étais à mon bureau, en train d'examiner les rapports trimestriels, quand mon téléphone s'est mis à vibrer sans arrêt. 37 messages en moins de 4 minutes. Papa, il était temps que quelqu'un prenne ses responsabilités. Mon frère, Thomas, Valérie a fait ce que tu aurais dû faire il y a des années. Maman, quelle fille attentionnée. Cette voiture est parfaite. J'ai fait défiler la conversation lentement. Valérie avait rédigé une explication détaillée, photo de box de stockage vide et de bordereaux de virement bancaire à l'appui. Elle avait accédé aux 3 box de stockage climatisés que je louais dans le centre de Lyon, pour un total de 2400 € par mois, et avait vendu tout ce qui s'y trouvait à divers acheteurs au cours des 2 dernières semaines. Des meubles, selon elle, des vieilleries que j'avais abandonnées, des cartons remplis de je ne sais quoi qui prenaient la poussière. J'ai gagné 85 000 € après les frais, avait-elle écrit. J'ai donné 45 000 € à maman pour la voiture. Je garde le reste pour mon temps et mes efforts. Il fallait bien que quelqu'un se comporte en adulte ici. La famille a loué son initiative, son sens des affaires, sa volonté de gérer mon irresponsabilité. Je fixais l'écran de mon téléphone, regardant les émojis cœur et les félicitations s'accumuler. Ma mâchoire se serra. Ce petit tic que j'avais développé au fil des années à regarder ma famille réécrire la réalité. Pendant 6 ans, ils avaient qualifié mon entreprise de « jeu avec les affaires des autres ». Ils avaient appelé mes box de stockage « de l'accumulation compulsive ». Ils avaient attribué mes revenus à la chance. Je n'ai pas répondu à la conversation de groupe. À la place, j'ai ouvert mon application de gestion d'entreprise et j'ai vérifié le système de suivi des stocks. 347 articles appartenant à 11 clients. Valeur contractuelle totale, 340 000 €. Couverture d'assurance, 500 000 €. Tout cela était entreposé dans ces 3 box que Valérie venait de vider. Mon entreprise était simple. Je fournissais un service de stockage et de logistique haut de gamme pour des détaillants de luxe, des fabricants de boutiques et des importateurs spécialisés. Ils avaient besoin d'un espace climatisé, d'une gestion des stocks et de quelqu'un de confiance. J'avais construit ma liste de clients en 6 ans, en commençant par un seul artisan créateur de meubles qui avait besoin d'un espace de stockage supplémentaire. Le bouche à oreille a fonctionné, les recommandations se sont multipliées. La famille m'avait vu louer les box, m'avait vu travailler les week-ends à coordonner les livraisons et les enlèvements, m'avait vu décliner leurs invitations parce que j'avais des stocks à gérer. Ils appelaient ça un hobby, une passade, jouer à l'entrepôt. La voix de papa résonnait encore, 4 ans plus tôt, dans son salon. Un verre de whisky à la main. Des box de stockage. Ce n'est pas un vrai business, ma chérie. C'est payer un loyer pour éviter de s'occuper de son désordre. Tu as besoin d'un vrai travail. C'est à ce moment-là que j'ai compris. Je ne leur ferai jamais voir qui j'étais vraiment. Leur version de l'histoire était plus confortable que ma réalité. Je n'ai pas répondu à la conversation de groupe. J'ai d'abord appelé mon avocat, puis mon courtier en assurance. Ensuite, j'ai commencé à appeler mes clients un par un. Les 11 appels se sont déroulés de la même manière. C'est délicat, mais il y a eu un incident avec votre inventaire stocké. À 18h, j'avais programmé une conférence téléphonique avec les 11 clients pour le dimanche matin. Mon avocat, Maître Lefebvre, avait rédigé des documents préliminaires. Mon courtier en assurance traitait déjà la déclaration de sinistre, la signalant comme un vol potentiel. Le dimanche matin est arrivé avec un ciel gris et un vent froid qui rendait les rues du centre-ville plus nettes, plus anguleuses. J'avais donné rendez-vous à tout le monde au box A, le plus grand des 3, à 10h. Je suis arrivé à 9h45. Mon avocat, Maître Lefebvre, était déjà là, son porte-documents en cuir à la main. À 9h58, 2 policiers sont arrivés. J'avais déposé une plainte pour vol le samedi soir. Ils voulaient documenter la scène. À 10h03, la première cliente est arrivée. Catherine,
propriétaire de Lumière d'intérieur, une boutique de meubles haut de gamme dans le quartier des Créateurs. Elle avait 42 pièces entreposées chez moi. Des canapés sur mesure, des tables importées, des fauteuils d'appoint en attente de livraison. Elle a vu le box vide et son visage est devenu blême. Où est tout? Volé et vendu, ai-je dit doucement. Par ma sœur. Je suis tellement désolée. À 10h15, les 11 clients étaient arrivés. L'air à l'intérieur de l'entrepôt semblait raréfié, étrange. 11 chefs d'entreprise fixant des sols en béton vide où des centaines de milliers d'euros de marchandises avaient été soigneusement organisés, étiquetés et suivis il y a à peine 2 semaines. Maître Lefebvre a ouvert son porte-documents. Nous avons la documentation pour chaque article. Contrat, photos, police d'assurance, numéro de suivi. Tout était légalement stocké ici sous l'entreprise de Mademoiselle Dubois, Stockage Sécurisé Lyonnais SARL. L'un des policiers prenait des notes. L'autre photographiait les box vides, les éraflures sur le sol où se trouvaient les meubles, les étagères nues, les matériaux d'emballage abandonnés que Valérie avait laissés. Votre sœur avait un accès? A demandé le policier. Aucun accès légal, a précisé Maître Lefebvre. Elle a réussi à entrer d'une manière ou d'une autre, peut-être en se faisant passer pour Mademoiselle Dubois ou en soudoyant le personnel de l'établissement. Nous enquêtons. Les mains de Catherine tremblaient tandis qu'elle sortait son téléphone. J'ai 5 livraisons clients prévues cette semaine. Des commandes sur mesure. Ils attendent depuis des mois. Sa voix se brisa sur le mot « moi ». David, qui dirigeait une entreprise d'éclairage artisanal, parcourait ses propres dossiers. 83 luminaires en verre soufflé à la main. Chacun demande 40 heures de travail à mon équipe. Ça fait. Il s'arrêta, calculant. Ça fait 3320 heures de travail parties en fumée. Le poids de la situation s'est abattu sur le groupe. Ce n'était pas seulement des biens. C'était des moyens de subsistance, des réputations, des relations clients bâties sur des années. Maître Lefebvre a ajouté, nous allons tenter de récupérer les biens, mais soyons réalistes, de nombreux articles ont déjà disparu. C'est pourquoi l'assurance est cruciale ici. Robert, propriétaire d'une entreprise d'importation d'électronique haut de gamme, a parlé d'une voix forcée. Son stock à lui seul valait 87 000 euros. Du matériel audio spécialisé du Japon. Votre famille, ils savaient ce que vous faisiez? Ils savaient que je louais des box de stockage. Ils refusaient de croire que c'était une entreprise légitime. C'est pas vrai, a murmuré quelqu'un. La police a terminé ses constatations. Un agent m'a remis un numéro de dossier. C'est un vol de plus de 100 000 euros. C'est un crime. Nous devrons interroger votre sœur. Elle a acheté à notre mère une voiture à 45 000 euros avec l'argent de la vente, hier, ai-je dit. Ils sont en train de fêter ça. L'expression du policier s'est durcie. Nous aurons besoin des informations sur le véhicule. À midi, le groupe s'était dispersé, chacun repartant avec une copie du procès-verbal. Maître Lefebvre et moi étions assis dans ma voiture, le chauffage tournant pour contrer le froid de novembre. La conversation de groupe de la famille va exploser, ai-je dit. Laisse-les exploser, a répondu Maître Lefebvre. Vous avez des contrats. Eux, ils ont une Peugeot volée. Le premier appel est arrivé à 14h34. Valérie, hystérique. La police vient de passer chez maman. Ils emmènent la voiture. Qu'est-ce que tu as fait? Je n'ai pas haussé la voix. Tu as volé et vendu 340 000 euros de stock appartenant à des clients. C'est un vol aggravé. C'était ton bazar. Ton entrepôt abandonné. C'était l'inventaire sous contrat de 11 entreprises. Tu as vendu les meubles sur mesure de Catherine. Les luminaires en verre de David. L'électronique importée de Robert. Tout est documenté. Tout est assuré. Tout a été déclaré volé. Silence. Puis, tu mens. Tu as dit que c'était des box de stockage. C'était pour mon entreprise. Stockage sécurisé lyonnais SARL, enregistré il y a 6 ans. Tu peux vérifier sur Internet. Le silence s'est étiré. Je pouvais entendre maman pleurer en arrière-plan.
Je ne savais pas, a murmuré Valérie. Tu n'as pas demandé. Elle a raccroché. La conversation WhatsApp de la famille s'est réveillée à 15h15. Papa, qu'est-ce qui se passe, bordel? Thomas, la police était chez maman pour une voiture? Maman, ils ont pris ma Peugeot. Valérie est interrogée par la police. J'ai posté un unique message. Valérie a volé et vendu 340 000 € de stock professionnel appartenant à 11 clients. Une plainte pour vol aggravé a été déposée. Le véhicule acheté avec des fonds volés a été saisi. Ne me contactez pas à ce sujet. J'ai mis la conversation en sourdine. 43 messages sont arrivés dans l'heure qui a suivi. Je ne les ai pas lus. Ce soir-là, assise seule dans mon appartement, les lumières de la ville brillant à travers les fenêtres, le grand livre des comptes émotionnels s'est matérialisé dans mon esprit. Ce n'était pas une comptabilité financière, mais affective. 6 ans à être qualifié d'irresponsable tout en dirigeant une entreprise légitime. Coût, une crédibilité que je ne pourrais jamais récupérer auprès d'eux. Chaque réunion de famille où j'expliquais les livraisons, les rendez-vous clients, la coordination des stocks, balayée d'un revers de main comme si je jouais à l'entrepôt. Coût, l'érosion de ma propre confiance en ma réalité. Le toast de papa au dîner de Noël il y a 3 ans, à Valérie qui a une vraie carrière. Puisse-t-elle inspirer certains membres de la famille? Coût, le moment où j'ai cessé d'essayer de gagner sa fierté. Le conseil de maman à Noël dernier. Tu as 34 ans. Trouve un travail stable. Ce truc de stockage est mignon, mais tu as besoin de sécurité. Coût, la compréhension qu'elle ne me verrait jamais comme compétente. Le grand livre continuait. Les dîners d'anniversaire écourtés pour ton hobby. Les offres d'emploi qu'il m'envoyait. Responsable de boutique, assistante administrative, toujours précédé de quelque chose de sérieux cette fois. Le message tacite dans chaque conversation, tu es en train d'échouer. Nous attendons que tu l'admettes. J'avais alimenté la machine à sous pendant 6 ans. Succès professionnel, témoignages de clients, chiffre d'affaires en croissance. Le jackpot de leur respect n'est jamais tombé, parce que la machine était cassée. Non. Pas cassée. Truquée. Conçue pour tout prendre et ne rien donner en retour. J'ai fermé mon ordinateur portable et je suis allé me coucher. Le grand livre des comptes émotionnels était réglé. Ils avaient volé plus que des marchandises. Ils avaient volé des années de ma confiance. Cette dette ne pourrait jamais être remboursée. La machine judiciaire s'est mise en branle avec une rapidité surprenante. Le lundi matin, mon courtier en assurance a confirmé que la demande d'indemnisation était approuvée, en attente des résultats de l'enquête. Chaque client serait remboursé pour les pertes documentées dans les 30 jours. Le mardi, les inspecteurs ont interrogé Valérie. Elle avait obtenu l'accès au box en disant à la direction du centre de stockage qu'elle était mon associée et qu'elle gérait une urgence. Elle leur a montré une photo de ma carte d'identité, qu'elle avait copiée de photos de famille, et a imité ma signature sur les formulaires d'accès. Les registres du centre montraient 4 visites en 2 semaines, vidant un peu plus les box à chaque fois. Le mercredi a apporté l'analyse graphologique. Certitude à 94,3% que les signatures étaient des faux. L'assurance du centre de stockage était maintenant impliquée. Leur responsabilité était considérable. Le jeudi, le bureau du procureur de la République a appelé. Ils engageaient des poursuites. Vol aggravé, faux et usage de faux, escroquerie. Des condamnations pénales passibles de 2 à 5 ans chacune. Le vendredi matin, l'avocat de Valérie a appelé Maître Lefebvre. Ma cliente est prête à restituer les fonds restants et à plaider coupable pour obtenir une réduction de peine. Votre cliente a dépensé ou distribué 85 000 € provenant de la vente de biens d'une valeur de 340 000 €, a dit Maître Lefebvre d'un ton neutre. Il lui reste 40 000 €. Il manque 300 000 €. Expliquez-moi comment ce calcul fonctionne. La famille pourrait contribuer. La famille n'est pas responsable. Votre cliente l'est, personnellement. La voix de l'avocat s'est tendue. Ce sont des accusations graves. De la prison pour un malentendu familial.
Votre cliente a volé 11 entreprises. Elle a falsifié des documents. Elle a acheté un véhicule avec des fonds volés. Elle a commis une escroquerie. La loi est claire. L'appel a pris fin. Le vendredi soir, l'ampleur de la situation était claire. L'assurance couvrirait les pertes des clients, mais elle poursuivait Valérie pour le recouvrement total. 340 000 € plus les frais de justice. Le centre de stockage la poursuivait pour atteinte à sa réputation et pour sa responsabilité d'assurance, à hauteur de 125 000 €. La Peugeot saisie de maman serait vendue aux enchères. Le produit de la vente ne couvrirait pas le déficit. Le calcul était dévastateur. Valérie gagnait 52 000 € par an en tant que coordinatrice marketing. Elle possédait un appartement avec un crédit de 180 000 € à rembourser. Son plan d'épargne retraite contenait 34 000 €. Tout ce qu'elle possédait, une fois liquidé, ne couvrirait même pas la moitié de la dette. L'audience préliminaire a eu lieu un mardi matin de février, 3 mois après qu'elle ait vidé les box. La salle d'audience sentait le vieux bois et l'air recyclé. Valérie était assise à côté de son avocat, plus mince de 10 kilos, portant un tailleur gris qui flottait sur elle. Le procureur a présenté les preuves méthodiquement. Chaque document était un nouveau pic de démonstration. Premièrement, les signatures contrefaites. L'expert en graphologie a témoigné sur les schémas de traits, les points de pression, les marques d'hésitation qui indiquaient un faux. Deuxièmement, les images de vidéosurveillance du centre de stockage. La voiture de Valérie visible sur le parking. Les horodatages correspondant au registre d'accès. Troisièmement, les dépôts bancaires. 85 000 € en 3 transactions sur 5 jours. Structuré pour éviter les seuils de déclaration. Preuve de sophistication. Quatrièmement, les listes d'inventaire détaillées. Maître Lefebvre avait préparé un document de 47 pages montrant chaque pièce vendue, chaque client affecté, chaque euro volé. Cinquièmement, les SMS entre Valérie et les acheteurs liquidateurs. Vente rapide, vide maison. Prix négociable. Preuve qu'elle savait qu'il fallait se débarrasser des objets rapidement. Sixièmement, le contrat d'achat de la Peugeot, daté de 48 heures après le dernier dépôt. Lien direct entre le vol et la dépense. Septièmement, le témoignage de Catherine, qui a décrit l'impact sur son entreprise. Annulation de clients, atteinte à la réputation, perte de chiffre d'affaires. Huitièmement, le témoignage du directeur du centre. Valérie avait été confiante, professionnelle, avait montré une pièce d'identité, avait dit que j'étais hospitalisée et qu'elle avait une procuration. L'avocat de Valérie a plaidé l'ignorance, la confusion familiale, l'absence d'intention criminelle. Le juge a examiné l'analyse graphologique. L'intention est démontrée par les signatures contrefaites. Votre cliente savait qu'elle n'avait pas l'autorisation, c'est pourquoi elle l'a fabriquée. Il a examiné les registres d'inventaire. Il ne s'agissait pas de vider de vieux cartons. Il s'agissait de vider systématiquement des box contenant des biens professionnels suivis, documentés et sous contrat, sur plusieurs visites. Il a examiné la chronologie. Votre cliente a vendu les articles rapidement par le biais de multiples canaux, a distribué les fonds à des membres de sa famille et a acheté un véhicule dans les 48 heures. Cela montre une conscience de l'acte répréhensible et une tentative de disperser les actifs pour les rendre irrécupérables. Il a examiné le témoignage du directeur. Votre cliente a inventé une urgence médicale et a prétendu avoir une procuration. Cela démontre une préméditation. Le juge a fixé la caution à 75 000 €. Valérie n'a pas pu la payer. Elle a passé 4 jours en détention provisoire avant que papa n'hypothèque sa maison pour couvrir la caution. Le procès était prévu pour mai. En mars, j'ai reçu une lettre de maman. Écrite à la main sur du papier crème, son écriture élégante tremblant par endroits. Nous ne savions pas. Nous pensions que tu gaspillais de l'argent. Nous pensions que Valérie t'aidait. S'il te plaît, c'est ta sœur. Ne peux-tu pas arrêter tout ça? Je l'ai lu 2 fois, debout dans ma cuisine, la lumière de l'après-midi filtrant par la fenêtre. La réponse était simple. Non. Car il ne s'agissait pas de punition. Il s'agissait de conséquences.
11 entreprises avaient subi un préjudice réel. Catherine avait perdu des relations clients. Les artisans de David avaient vu des mois de travail s'évanouir. Robert était confronté à des litiges avec ses assurances et ses fournisseurs. Valérie avait commis des crimes, au pluriel, violant des lois avec préméditation. Le système judiciaire fonctionnait simplement correctement. Je n'ai pas répondu à la lettre de maman. En avril, Valérie a accepté une procédure de plaidé coupable. 3 crimes réduits à 2. Peine avec sursis si elle payait une restitution mensuelle pendant 15 ans. Une saisie sur salaire de 40% serait effectuée. Son appartement a été saisi. Elle ne pouvait plus payer le crédit. Elle est retournée vivre chez papa et maman. La famille a arrêté de poster des photos sur les réseaux sociaux. Leurs vacances d'été annuelles au bassin d'Arcachon ont été annulées. La retraite de papa a été repoussée de 5 ans pour se remettre de l'hypothèque de la caution. Maman a appelé une fois de plus. Je n'ai pas répondu. Elle a laissé un message vocal. Tu as détruit cette famille. Je l'ai supprimé sans écouter la fin. J'ai restructuré mon entreprise. J'ai ajouté des serrures électroniques aux box de stockage. Accès biométrique uniquement. J'ai mis en place un suivi des stocks par blockchain qui créait des registres immuables de chaque mouvement d'article. J'ai embauché un responsable des opérations à temps plein. 3 nouveaux clients ont signé après avoir lu des articles sur l'affaire dans des publications professionnelles. Ils voulaient quelqu'un qui irait au tribunal pour protéger leurs biens. Quelqu'un qui prenait leur entreprise aussi au sérieux qu'eux. En juin, j'ai assisté à une conférence sur la logistique à Barcelone. J'ai donné une conférence sur les protocoles de sécurité et les protections juridiques. La salle comptait 240 personnes. Ils ont posé des questions intelligentes. Ont traité mon entreprise pour ce qu'elle était, légitime, précieuse, nécessaire. Je suis resté pour le dîner de clôture, regardant le coucher de soleil peindre le port en orange et en or. Un collègue de Hambourg m'a interrogé sur une éventuelle expansion sur son marché. Un autre de Rotterdam voulait me recommander des clients. Mon téléphone a vibré. La conversation de groupe de la famille, toujours en sourdine. 37 nouveaux messages. Je ne l'ai pas ouverte. Il y a un concept en psychologie appelé le sophisme du joueur. Vous continuez à mettre des pièces dans une machine à sous, convaincu que, statistiquement, vous finirez par toucher le jackpot. Les maths disent que ça doit arriver. J'avais injecté 6 ans de preuves dans la machine à sous de ma famille, j'avais bâti une entreprise, servi des clients, généré des revenus, géré des centaines de milliers d'euros de stock. Le jackpot, leur respect, leur reconnaissance n'est jamais venu parce que la machine était truquée depuis le début. Pas cassée, truquée. Conçue pour tout prendre et ne rien donner en retour. Comprendre cette différence a tout changé. J'ai supprimé la conversation de groupe familial, bloqué 3 numéros, changé mon contact d'urgence de maman à Maître Lefebvre, mis à jour les bénéficiaires de tous mes comptes pour un fonds de bourse destiné aux entrepreneurs de première génération. Les box de stockage contiennent de nouveaux inventaires maintenant. 18 clients au total. Chiffre d'affaires annuel, 480 000 €. L'entreprise a un nom reconnu dans le secteur, une réputation bâtie sur la fiabilité et la protection féroce des intérêts de ses clients. La famille a une fille qu'elle n'a jamais connue. Ils ont passé 6 ans à refuser de la voir. Maintenant, ils ne la verront plus jamais. Depuis ces 3 forteresses que je me suis battue pour protéger, mon avenir commence maintenant. Les comptes sont réglés. Le grand livre est clos. Et je suis enfin, et complètement, libre.